Bonjour à tous et bienvenue pour ce live NFP du 1er avril. Nous sommes aujourd'hui donc vendredi, le dernier jour de la semaine. Ce sera une clôture d'importance puisque clôture hebdomadaire ce soir. C'est d'autant plus une clôture d'importance ce soir que nous sommes la première séance du mois d'avril qui est la première séance du deuxième trimestre. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et bienvenue pour cette émission spéciale pour le NFP. Le NFP, ce sont les Non-Farm Payroll, ce sont les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Nous allons voir ensemble le taux de chômage, le nombre de créations d'emplois, la hausse potentielle des salaires. Bienvenue à tous pour cette émission dans laquelle nous allons décrypter les chiffres et voir les réactions sur les marchés boursiers. Comme pour toutes les présentations de CMC, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous rappelle qu'en haut de votre écran, vous avez des fonctions de chat et de questions-réponses que vous pouvez utiliser tout au long de cette session pour discuter avec moi et me poser des questions éventuellement. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue également tous ceux qui regardent cette vidéo a posteriori. En effet, le but de ces vidéos, des lives NFP, BCE, FOMC, c'est de voir ensemble qu'est-ce qu'attend le marché, quels sont les chiffres, quelles sont leurs incidences sur les marchés et comment comprendre en fait l'impact d'un chiffre. Parfois, un très bon chiffre peut faire baisser les indices, parfois un chiffre inférieur aux attentes peut faire monter les indices. Nous allons donc voir ensemble tous ces mécanismes. Dans l'émission du jour, nous allons donc voir quels sont les chiffres attendus et leurs impacts potentiels. Puis nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions tout au long de cette émission. Alors, les attentes du marché. Le nombre de créations d'emplois est attendu à 205 000 contre 242 000 créations d'emplois le mois dernier. Vous pouvez voir ici en bas de l'écran le calendrier des marchés de CMC Markets. Nous attendons donc 205 000 créations. Alors ce chiffre-là, en fonction des sites, vous trouverez 205 000, 206 000 ou 212 000. 212 000, c'est le dernier consensus Bloomberg qui a été fait. Et 212 000 créations d'emplois, c'est la moyenne des 12 derniers mois. Autant vous dire que si le consensus tombe sur la moyenne des 12 derniers mois, cela veut surtout dire qu'on attend un chiffre plus ou moins en ligne avec les précédents et que les opérateurs n'attendent pas forcément de fortes hausses ou de fortes baisses par rapport aux chiffres précédents. Le taux de chômage américain, lui, est attendu stable à 4,9%. Et les salaires sont attendus en hausse de 0,2% alors qu'ils avaient baissé de 0,1% précédemment. Alors, en théorie, et je dis bien en théorie, un chiffre supérieur à 180 000, 200 000 créations d'emplois environ est un bon chiffre pour l'économie américaine. En effet, depuis plusieurs années maintenant, les nombres de créations d'emplois sont autour des 200 000. Donc à partir du moment où le chiffre est autour des 180-200 000, eh bien on peut considérer que l'économie américaine continue de créer un nombre d'emplois important autour de sa moyenne historique, et donc c'est un bon chiffre. Un chiffre en ligne peut entraîner de l'appétit pour le risque et inversement. C'est-à-dire qu'un chiffre qui va être autour de 200 000 peut soutenir les indices, alors qu'un chiffre un peu décevant peut faire baisser les indices. Mais nous allons le voir, ce n'est pas si simple que cela cette fois-ci. Le taux de chômage, lui, peut être stable ou en baisse, et il peut contrebalancer un chiffre qui serait mauvais. Si vous n'avez que 160 000 créations d'emplois ou 140 000 créations d'emplois, mais que parallèlement à cela, vous avez un taux de chômage qui passe de 4,9 à 4,7, eh bien, cela peut un peu contrebalancer le mauvais chiffre à court terme.
Attention au piège, et c'est vraiment là-dessus que j'insiste à chaque fois, car à chaque fois qu'on a fait des émissions ensemble ces derniers temps, que ce soit pour le FOMC, la BCE ou le NFP, la première réaction aux chiffres a rarement été la bonne. C'est-à-dire que la première réaction peut s'inverser rapidement. Ce qu'on avait vu au dernier NFP, c'est que le chiffre était meilleur qu'attendu. 242 000 créations d'emplois, c'était un très bon chiffre. Mais malgré tout, ce chiffre étant très bon, et c'est marqué à la ligne d'en dessous, un très bon chiffre impliquant une hausse de taux à venir peut faire pression sur les indices. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que si vous avez bien compris quelle était la politique monétaire américaine de ces derniers mois, les Américains nous ont dit que l'économie américaine allait bien, qu'il y avait de la croissance, qu'il y avait des créations d'emplois et donc que les taux devraient être montés plusieurs fois cette année. Sauf que cela a impacté négativement les indices et cela pesait sur les indices boursiers. Et le mardi de cette semaine, à 18h20, Janet Yellen a fait un discours et elle a dit que le rythme de progression des taux serait relativement lent. Et cela a fait monter les indices boursiers. Car qui dit pas de hausse de taux à court terme dit moins de pression sur les indices et donc une hausse du marché actions et indices. Le fait est que c'est très spécial pour ce NFP en particulier, en tous les cas c'est ce que je ressens en tant qu'analyste avec mon expérience de la lecture des chiffres économiques, c'est que si aujourd'hui les États-Unis créent 250 000 emplois, un chiffre bien supérieur aux attentes, eh bien les opérateurs pourraient se dire que la Fed aurait alors les cartes en main pour potentiellement monter les taux. Et qui dit hausse de taux dit pression sur les indices et dit remontée du dollar américain, soit exactement l'inverse de ce que l'on a vu sur les marchés depuis mardi. Inversement, si le chiffre était mauvais, c'est-à-dire inférieur à 180 000, partons du principe par exemple que le chiffre est très mauvais et que les États-Unis ne créent que 150 000 emplois, eh bien, paradoxalement, cela pourrait soutenir les indices boursiers. Parce qu'un chiffre mauvais voudrait dire que les États-Unis ne pourraient pas être confiants quant à des hausses de taux futures. Cela repousserait donc les hausses de taux futures. Les Fed Funds nous indiqueraient alors que le marché n'attend pas de hausse de taux avant la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine, et ça pourrait faire monter les indices boursiers et baisser le dollar américain. Donc attention aujourd'hui, ce sera un NFP très particulier. Comme d'habitude, pour cette session NFP, dans quelques instants, nous allons passer sur la plateforme de CMC Markets. Ici, sur ce graphique, je vous ai mis des graphiques en données horaires sur l'euro-dollar et le pétrole WTI. À gauche, vous avez le pétrole WTI en données 4 heures qui cote en dollars par baril. Et puis à droite, vous avez l'euro-dollar en données 4 heures qui cote en pips. Le but de ces données 4 heures, c'est de permettre de prendre du recul, puisque ça permet de mettre en évidence les supports et les résistances journaliers, ainsi que les supports et résistances passées. Vous pouvez voir que sur mon graphique 4 heures de l'euro-dollar, je peux avoir une prise de recul sur la situation. Et en regardant en données 4 heures ce qui se passe depuis un mois, j'ai donc un peu plus conscience de la tendance haussière journalière, plutôt que de le regarder uniquement en données horaires. Suivre les devises et les matières premières en même temps est primordial puisque ça permet de comprendre ce que la statistique implique pour les séances à venir, voire les séances à venir. Nous allons, en étudiant et les indices et les matières premières et le forex, d'un coup d'œil très rapide, comprendre si les indices vont monter ou baisser et si le dollar va être recherché ou non. Pour ce faire, nous allons passer sur la plateforme de CMC Markets, que voici. Comme pour les dernières émissions que nous avons fait ensemble, vous avez donc le SP500 ici à gauche, le CAC 40 ici au milieu. À droite, vous avez l'USD-Yen. Ici en bas à gauche, vous avez le pétrole qui consolide dans un canal baissier. En bas au milieu, ici, vous avez l'euro-dollar.
On voit que l'euro-dollar a cassé la zone des 1,1370 qui était une résistance datant du 8 février. L'euro-dollar est déjà à 1,1430. On comprend que si le dollar devait être affaibli par le chiffre, eh bien l'euro-dollar pourrait aller rapidement à 1,15. Au contraire, si ce chiffre revigore le dollar américain, eh bien, on pourrait avoir une vive réaction baissière sur l'euro-dollar. Et s'il clôture sous les 1,1375, il invaliderait le potentiel signal haussier qu'il donne pour le moment. Et puis ici, en bas à droite, on suivra également l'or. L'or qui est très attentiste, avec un support à 1220 et une résistance vers 1245-1250. Alors, en prenant ici le graphique du SP500 en données 4 heures depuis le 11 février, soit le point bas des marchés boursiers dans leur ensemble, puisque le CAC, le DAX, le SP500, le Nikkei, tous les indices boursiers ont rebondi à partir de cette date-là. Le pétrole aussi avait rebondi à partir de cette date-là. Donc vous pouvez remarquer qu'on a eu un fort rebond pendant une période. On a eu une stabilisation des cours pendant 10 jours à peu près. Et puis, suite au week-end de Pâques, on a Janet Yellen qui a repoussé à court terme les hausses de taux éventuelles. Et ça a permis aux indices comme le SP500 d'inscrire de nouveaux plus hauts annuels, de nouveaux plus hauts pour 2016. Et là, le SP500 vient de se poser pile poil sur son support à 2050 points. Et nous allons voir si le chiffre lui permet de s'apprécier ou non. Ce que je vous disais précédemment, c'est qu'un trop bon chiffre pourrait permettre aux opérateurs d'anticiper une hausse de taux et pourrait faire baisser les indices, alors qu'à l'inverse, un chiffre inférieur aux attentes repousserait à plus tard les hausses de taux et peut-être viendrait en soutien aux indices boursiers. C'est pour ça que la statistique du jour peut engendrer des réactions un petit peu paradoxales par rapport à ce qu'un investisseur pourrait penser en premier lieu. En premier lieu, on serait d'avis de dire si le chiffre est meilleur qu'attendu, les indices montent. Si le chiffre est inférieur aux attentes, les indices baissent. Or, il se pourrait que ce soit l'inverse. Alors aux États-Unis, vous voyez qu'il y avait une tendance haussière. On a cassé la tendance haussière, on est venu faire un pullback sur les plus hauts et depuis on consolide. Pour l'instant, les USA n'ont pas donné de signaux baissiers, ils sont toujours haussiers en données journalières. Par contre, si aujourd'hui on devait baisser fortement, alors les US pourraient valider la mise en place d'une tendance neutre à court terme. Quant aux indices européens, comme le CAC 40, vous pouvez constater que depuis le live qu'on a fait le 10 mars et depuis le lancement du quantitative easing européen, eh bien le CAC ne monte plus. Le quantitative easing européen avait pour but de soutenir les indices, ce qu'il n'arrive pas à faire. Le quantitative easing européen devait surtout faire baisser l'euro-dollar. Et ça a été tout le contraire depuis 2 semaines, 3 semaines, voire un mois maintenant. Vous pouvez le voir ici, l'euro-dollar ne fait que monter. Qui dit hausse de l'euro-dollar dit manque d'attractivité des indices européens. Et c'est la raison qui entraîne la si forte sous-performance du CAC et du DAX ce jour. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que le CAC 40 était dans un range entre 4300 et 4460 points. On est en train de s'en extraire à la baisse avec le chiffre du NFP. Soit nous allons vivement réintégrer cette zone de prix, neutraliser la baisse du jour et revenir dans le range et continuer d'évoluer dans ce range. Soit au contraire, suite à la publication du chiffre, on pourrait avoir une accélération baissière sur les indices. Si on veut suivre d'un œil rapide ce que fait le dollar, regardons ce que fait la paire USD-Yen. Si l'USD-Yen rebondit sur les 112, c'est que le dollar est recherché. Si au contraire il casse son support en direction de son support journalier à 111, c'est que le dollar pourrait être délaissé. Le chiffre tombe dans 7 secondes, nous sommes dans le bon timing. De toute façon, nous ne sommes pas pressés, nous sommes là pour constater et analyser. Le taux de chômage tombe à 5%, il est donc supérieur à ce qui était attendu et il est donc inférieur aux attentes. Les non-farm payroll tombent à 215 000 créations d'emplois et donc le chiffre est un petit peu supérieur aux attentes. Ce que l'on peut constater à très court terme rapidement, c'est que ce chiffre a engendré une petite poussée sur le dollar américain,
puisque nous avons l'USD Yen qui a tenu les 112 et qui a déjà repris 30 points, et que nous avons l'euro-dollar qui a perdu 30 points également, et l'or qui a perdu 5 dollars. Donc on peut constater que pour le moment, le chiffre engendre un petit peu d'achat sur le dollar américain. Mais ce n'est pas très net. Ce n'est pas un chiffre en fait qui est à 250 000 ou à 150 000. Il n'y a pas une très forte différence avec le consensus. Si nous avions eu une forte différence avec le consensus, nous aurions pu avoir un décalage puissant sur le dollar comme sur les indices. Ici, j'ai malheureusement l'impression qu'étant donné que le chiffre des créations d'emplois est un petit peu supérieur, mais que le taux de chômage, lui, est un petit peu moins bon que prévu, ces deux chiffres, en quelque sorte, s'annulent, et on a donc une publication qui est complètement neutre. Qui dit publication complètement neutre dit que les marchés vont donc potentiellement continuer dans le sens des tendances qui étaient les leurs, c'est-à-dire une consolidation sur le SP500 et sur le CAC 40 et une continuation potentiellement de la hausse sur l'euro-dollar. En fait, nous avons des tendances qui se sont mises en place sur les dernières heures ou les dernières séances, et étant donné que le chiffre n'est pas très différent de ce que l'on attendait, eh bien, cela pourrait perdurer. Alors, j'aurais bien voulu un peu plus de volatilité. Ce qu'on peut constater, donc, c'est petit rebond du dollar à court terme via l'USD Yen qui entraîne un repli sur l'or, un repli sur l'euro-dollar et un repli sur le pétrole. Quant aux indices boursiers, ils ont consolidé toute la matinée. Le CAC 40 s'est fait des frayeurs toute la matinée. Il est sous les 4300 points. Il faudrait qu'il reprenne ce seuil pour annihiler en quelque sorte les risques baissiers. Néanmoins, si je veux que mes supports se confondent dans le temps entre le CAC et le SP. Vous voyez qu'ici, en gros, à 2050 points sur le SP, on est pile sur un support. Et ce que je notais tout à l'heure en regardant mon graphique 4 heures sur le CAC, on va l'agrandir. Ce que je regardais tout à l'heure sur mon graphique CAC, c'est que ici, le 26 février, on s'était fait une petite frayeur et on était venu combler un gap ici dans la zone des 4280 points. Donc je me demande, étant donné qu'on a un SP500 sur support, si on ne devrait pas considérer le range du 440 entre 4270 points et 4460 points. Ainsi, on constaterait que le CAC est faible, certes, mais qu'il est potentiellement venu prendre appui donc, sur une zone de prix d'importance datant de fin février qui correspond à un gap ici et à un point bas le 29 février. On constate d'ailleurs que pour le moment, les indices tiennent ce support et pour le moment, il n'y a pas de cassure franche, pas d'accélération baissière. Et on le constate également sur le SP500 puisque suite à la publication du chiffre, le SP500 tient son support. Vous remarquerez que l'USD Yen tient bien et c'est ce qui engendre ce repli sur l'euro-dollar. L'euro-dollar a profité ces dernières séances, ces dernières semaines de la baisse du dollar américain. Et le plan de quantitative easing qu'a lancé Mario Draghi le 10 mars dernier, au lieu d'engendrer une baisse des cours, a engendré une hausse de cours. Car Mario Draghi a laissé entendre que les taux européens ne baisseraient pas plus, et il aura du mal à augmenter un plan de quantitative easing qu'il vient d'augmenter récemment. C'est la raison pour laquelle l'euro-dollar ne veut plus baisser et c'est la raison pour laquelle il est désormais dans des impulsions haussières avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts, ce qui symbolise bien une tendance haussière. Ce qu'il y a, c'est que là, nous travaillons une zone de prix d'importance. À 1,1370, on a les plus hauts ici du mois de février. On essaye de casser ce seuil. On a fait 1,1440 aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est que pas loin au-dessus de cela, vous avez une résistance journalière d'importance. Voilà un petit peu la carte de l'euro-dollar sur un an maintenant. Comme ça, on se rend un peu mieux compte de la big picture, comme diraient les Américains, c'est-à-dire une prise de recul globale pour bien voir ce qui se passe. Donc il est évident
de constater que dans la zone ici des 1,08, 1,09, on a une zone basse. Et il est évident de constater aussi que ici, on a une zone haute entre 1,14 et 1,15, 1,16. Donc quand on était en zone basse, à chaque fois, les acheteurs ont payé les supports et on est reparti à la hausse. Maintenant que l'on arrive dans cette zone haute, qui correspond au plus haut de mai, juin, août, septembre, octobre 2015, il est légitime qu'on ait un peu plus de mal à avancer, d'autant plus qu'on est monté toute la semaine, 5 séances consécutives d'affilée, et qu'en plus, il y a le week-end qui arrive. Or, quand le week-end arrive, un investisseur qui en début de semaine se sera placé sur l'euro-dollar et aura profité toute la semaine de la hausse de la paire, eh bien, il aura en général tendance à prendre des bénéfices avant le week-end afin de moduler son exposition et de ne pas être trop exposé en cas de gap le lundi matin. Alors, est-ce que vous avez des questions en particulier ? Je constate que beaucoup de gens nous ont rejoints, donc sachez pour la prochaine fois que cette session commence à 14h15. Le but à 14h15 pendant 15 minutes, c'est de parler des statistiques passées, de la statistique du jour, des mouvements de prix que cela pourrait engendrer, et puis on regarde également la carte de tous les actifs qui nous intéressent. Ici, je suis les principaux actifs, les plus importants, les plus traités par les clients CMC Markets. On a donc, je le répète, le SP500 posé sur un support, le CAC 40 qui travaille le bas d'un range in extremis, l'USD-Yen qui se cherche dans un range en données 4 heures, le pétrole qui reste sous pression baissière. Ce qui explique la pression baissière sur le pétrole aujourd'hui, c'est que l'Arabie Saoudite a dit qu'elle se joindrait aux discussions concernant un gel de la production uniquement si l'Iran faisait de même. Et puis, concernant le rendez-vous de Doha, le 17 avril prochain, donc c'est un rendez-vous pendant lequel les pays producteurs sont censés s'accorder sur un gel de la production. Il faut faire attention à ce rendez-vous car ça a été la source de nombreuses spéculations haussières sur le pétrole. Ce qu'il y a, c'est que tous les pays producteurs, que ce soit l'Iran, la Russie ou l'Arabie Saoudite, eh bien ces 2-3 derniers mois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tous augmenté leur rythme de production à leur plus haut historique. Ce qui fait que si demain ces pays s'accordent sur un gel de la production sur les niveaux actuels, en fait ils s'accordent sur un gel de la production sur des plus hauts historiques, ce qui n'aurait qu'un seul effet psychologique, parce que sur le marché du pétrole, ça n'engendrerait aucune baisse de l'offre. Ça ne ferait que la faire se stabiliser. Hardy me dit, le chiffre était tellement attendu que rien ne bouge. Effectivement, c'est le cas. Foucault me dit, du coup, tu vois la cassure des supports ou un rebond. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Les indices américains jusqu'ici sont haussiers, tiennent les supports et relancent assez souvent. Donc, passer baissier avant les cassures n'est pas chose facile, n'est même peut-être pas chose nécessaire. Concernant le CAC 40, il vient de passer de 4460 à 4280, donc du haut au bas de son range. Donc passer vendeur maintenant n'est pas non plus chose évidente. Après, vous avez deux solutions. Soit vous êtes un agressif, vous avez vu ce matin le gap baissier du CAC 40, vous avez vu l'accélération baissière et puis vous avez pris le train en route, estimant que les supports allaient effectivement céder. Deuxième solution, vous attendez que les Américains cassent les supports, que cela se vérifie en clôture, que cela engendre donc des dégagements supplémentaires sur les indices européens et une fois les niveaux enfoncés, alors vous suivez le mouvement et vous tentez de prendre les tendances baissières de court terme en cours de route. Moi, ce que je passe mon temps à vous répéter depuis 6-7 semaines, c'est qu'on est dans un rebond technique majeur, que seuls les indices US montent depuis 3-4 semaines alors que les indices européens, eux, n'y arrivent plus. Et les indices européens, en fait, depuis le 10 mars dernier, vous le voyez, n'arrivent plus à monter. Et donc, quand on a la baisse qui reprend, cette baisse, en fait, elle n'est que légitime. Car si vous regardez le CAC 40 en données hebdomadaires,
Vous voyez bien qu'il y avait un support majeur qui a été testé en début d'année dans la zone des 4000-4100 points, qui a entraîné un rebond. Et où est-ce que s'est arrêté ce rebond? Pile poil à 4580 points le jour de la BCE. Est-ce étonnant? Absolument pas. Qu'est-ce que c'était que les 4580 points? Eh bien, c'était le bas du gap laissé ouvert le 4 janvier, soit la première séance de l'année boursière. Et en plus de cela, ce sont les plus hauts de 2014. Nous avons donc ici, pour un analyste technique que je suis, une configuration potentielle en épaule, tête, épaule. Si on revient vers les 4100 points et que l'on réagit favorablement sur cette zone de prix, on peut continuer de faire un range moyen terme entre 4000 et 4005, 4006. Si au contraire on revient rapidement sur cette zone des 4000, 4100 et que l'on la casse, alors on valide une épaule, tête, épaule de moyen long terme avec des perspectives franchement baissières. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais j'espère que vous avez ça à l'esprit. Car aux États-Unis, on est tout en haut. Et vous voyez que le CAC, lui, il est déjà 20% sous ses plus hauts. Aujourd'hui, le SP500 est relativement stable, alors que le CAC, lui, est en forte baisse. Ce que je disais ce matin dans la matinale du jour, mon émission quotidienne qui a lieu à 10h, c'est que se passerait-il sur les indices européens si à leur tour, les indices américains venaient à baisser? Si les indices américains, qui sont les indices leaders et en quelque sorte les locomotives, venaient à baisser après 6 semaines consécutives de hausse pratiquement, 6 semaines sur 7 en fait, eh bien les indices européens pourraient être fortement vendus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, les indices américains tiennent. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette année, pour la première fois en 7 ans, les résultats des entreprises américaines sont attendus en baisse. Et ce matin, j'expliquais aussi que les dividendes du trimestre sont attendus en baisse pour la première fois depuis 7 trimestres. Donc on a bel et bien un retournement fondamental sur les États-Unis. Mais à court terme, les indices américains tiennent pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce sont les moins pires, donc les opérateurs qui ne veulent plus être sur l'Europe ou sur le Nikkei, eh bien ils se placent sur les États-Unis, ça les soutient. Vous avez aussi les programmes de rachat d'entreprises américaines qui rachètent leurs propres titres et qui soutiennent les marchés. Vous avez eu un fort rebond ces 4-5 dernières semaines de toutes les valeurs en fait qui étaient les plus survendues de tout 2015. Et maintenant qu'on arrive sur les plus hauts sur les indices américains, est-ce qu'on va s'arrêter sous les plus hauts? Est-ce qu'on va aller faire de nouveaux plus hauts? Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est que le potentiel haussier apparaît restreint au vu de la dégradation fondamentale subie par les États-Unis ces derniers mois et ces dernières semaines. Alors Christophe me dit le Dow Jones casse les 17 620 points. Alors sur le Dow Jones, j'ai un canal haussier qui est très propre, donc on va regarder ça. Je vais repasser sur la configuration de la matinale que j'utilise tous les matins. Donc voilà le graphique du Dow Jones. Il n'est pas étonnant de voir l'indice américain se replier un petit peu, puisque on est passé de la borne basse à la borne haute de son range dans lequel il est depuis plus de 8 mois. Le Dow Jones, qui avait accéléré après Pâques et grâce à Janet Yellen, est allé chercher une résistance oblique qui passe par tous les plus hauts des 8 derniers mois et reflue sous ce seuil. Après, vous voyez que pour le moment, à 17 600 points, on a le bas de canal sur le Dow Jones. Si on a échoué sous l'oblique et si on casse le bas de canal, alors on passe de haussier à neutre. Ensuite, on doit définir des zones de prix dans lesquelles les prix seraient neutres. On prend donc les derniers supports défendus par les acheteurs qui seront la clé pour la suite. Si le Dow Jones passe de haussier à neutre, il peut tout aussi bien évoluer dans un range avant de retourner vers sa résistance et ses plus hauts historiques. Si au contraire le Dow Jones casse son canal aujourd'hui puis accélère la semaine prochaine et casse
le range que je viens de vous spécifier ici, alors on passera d'une tendance haussière à une tendance neutre à une tendance baissière. Les 17 000 seraient alors un objectif théorique, et sous cette zone de prix, ce serait le bas du range qui serait de nouveau à porter. Alors bien évidemment, quand on regarde le range sur le Dow Jones, voilà, on est passé en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Est-ce qu'on va revenir en bas? Telle est la question. Est-ce qu'on va y aller maintenant ou est-ce qu'on va se replier avant d'aller chercher de nouveau plus haut? C'est là où ce n'est pas simple du tout. Une chose est sûre, c'est que jusqu'ici, anticiper peut coûter cher. Cela fait 6-7 semaines que le Dow Jones et le SP500 sont dans des canaux haussiers. Et le fait de constater ces canaux haussiers aura empêché les vendeurs les plus aguerris de vendre tous les 50 ou tous les 100 points et plutôt d'attendre un signal clair. Est-ce que ce signal viendra ce soir en clôture? C'est une éventualité, d'autant plus que le chiffre est en ligne, mais que le taux de chômage remonte un petit peu. Or, il faut bien comprendre que par-dessus les cycles boursiers, vous avez des cycles économiques, vous avez des cycles de résultats, vous avez des cycles de, de banque centrale. Et, et si les fondamentaux américains venaient à se dégrader parce qu'ils sont en haut de cycle économique, eh bien cela pourrait faire baisser les indices boursiers. Pour le moment, on a des prémices de retournement sur les indicateurs économiques, que sont les dividendes ou les résultats d'entreprise. Mais pour le moment, le travail des banquiers centraux fait son œuvre et permet au marché d'être soutenu. Si les indices, en fait, venaient à baisser et à se faire peur, Janet Yellen aurait tout simplement à dire qu'elle ne montera pas les taux en 2016. Ça fera gagner du temps aux indices et aux acheteurs, et ça permettra de nouveau peut-être soit de tenir les supports de moyen terme, soit de continuer de monter. Il faudra vraiment que les fondamentaux américains se dégradent réellement, se retournent réellement pour que les opérateurs comprennent que la Fed ne montera pas ses taux. Et le jour où la Fed dira on ne montera pas les taux, voire même on se voit les baisser dans les trimestres à venir si nécessaire, alors à ce moment-là, soit les opérateurs prendront conscience que la Fed n'a plus la main et les marchés baisseront, soit au contraire, les opérateurs pourraient se dire que si les marchés baissent, les États-Unis pourraient de nouveau baisser les taux, comme l'ont fait toutes les autres zones économiques, comme au Japon ou comme en Europe, et on pourrait continuer d'évoluer dans des grands ranges de moyen terme. Donc la politique monétaire, c'est vraiment quelque chose d'important, que ce soit sur le forex ou que ce soit sur les indices boursiers. C'est vraiment ça qui, depuis 1 an ou 2, alors certains me diront depuis 5 ou 6 ans, c'est vrai que ça a commencé très fort en 2009. Mais voilà, il y a vraiment un nouvel acteur, en plus des investisseurs particuliers, des professionnels, des chiffres économiques, etc. Les banquiers centraux sont vraiment la source des mouvements haussiers, baissiers et de la stabilisation des marchés. Alors David me dit, les indices US peuvent continuer à monter sans conso pendant combien de temps encore? Et encore contre vents et marées par rapport à l'Europe et à l'Asie. En fait, les indices américains sont très directionnels, donc quand ça monte très vite. Et il ne faut pas chercher le point haut avant que le point haut n'ait été marqué et que les cours commencent à se retourner. Concernant l'Europe et l'Asie, en fait, l'Europe et l'Asie aimeraient bien suivre. Le problème, c'est les monnaies. Le problème, c'est encore une fois les banques centrales. Le fait que le Japon et l'Europe aient tenté de faire du quantitative easing pour faire baisser leur monnaie, mais que cela ne fonctionne pas à court terme, eh bien, cela pèse énormément sur les indices boursiers. Le fait que l'euro-dollar soit repassé de 1,08 à 1,14 alors que Mario Draghi a lancé un programme de quantitative easing historique fait que les actions européennes sont moins attractives et donc les opérateurs sortent des actions japonaises et européennes et potentiellement rentrent sur les indices américains. Et donc ça augmente encore plus la vitesse à laquelle les sociétés américaines, les actions américaines et les indices américains remontent.
Alors, Paul me dit comment expliquer un USD Yen qui s'affaiblit avec des mauvais chiffres au Japon la nuit dernière et des chiffres plutôt bons aux États-Unis maintenant. Alors, on va regarder l'USD Yen ensemble. Donc, vous me dites, comment se fait-il que l'USD Yen a baissé avec des mauvais chiffres au Japon cette nuit? Eh bien, en fait, le problème, c'est que des très mauvais chiffres au Japon, ça a entraîné une forte baisse du Nikkei, ça a entraîné de l'aversion au risque, et qui dit aversion au risque, dit hausse du Yen. Donc, vous avez eu des mauvais chiffres japonais, ça a créé de l'aversion au risque sur les marchés, et ça a fait monter le Yen, et donc la paire USD-Yen a baissé mécaniquement. Quant à aujourd'hui, vous avez des chiffres américains qui viennent de tomber. On s'était fait une frayeur, on était passé jusqu'à 111,80, mais les chiffres étant plutôt en ligne, vous avez l'USD-Yen ici qui tient bon pour le moment. Donc tout s'explique aussi par l'appétit ou l'aversion pour le risque. S'il y a de la confiance des opérateurs, l'USD-Yen va monter. S'il y a de la défiance, l'USD-Yen va baisser. Donc on a eu un mauvais chiffre cette nuit et de la défiance et de l'aversion au risque, donc l'USD-Yen a baissé. Et là, on a un chiffre qui est plutôt en ligne, qui montre une économie américaine qui se stabilise, et donc vous avez l'USD-Yen qui tient le choc. J'espère que vous avez compris. Alors, Pierre me pose une bonne question. Les autres étaient très bonnes aussi, ne vous inquiétez pas. Pierre me dit donc le SP500 pourrait revenir tester sa moyenne mobile à 15 jours. Effectivement, c'est ce que nous avons vu ce matin dans la matinale. Le SP500 est haussier et il y a une moyenne mobile qui permet de complètement cadrer sa tendance haussière. Tant que le SP500 est au-dessus des 2041 points, eh bien, il a une pente haussière. Si et seulement si on vient casser ce support à 2040-2041 points la semaine prochaine, alors on passerait de haussier à neutre avec un biais baissier en données horaires, et alors il pourrait y avoir des dégagements plus importants sur les US. Si la M15 casse en jour, ce sera potentiellement la porte ouverte à une consolidation. Christophe me dit, est-ce que l'ISM de 16 heures peut changer la donne aujourd'hui? Alors oui, Christophe, je pense qu'à 16 heures, on a de nombreux chiffres. On a l'ISM, on a aussi les dépenses de construction, on a l'Université du Michigan, donc on a quand même 3 chiffres qui vont tomber à 16 heures. Ça peut entraîner de la volatilité. Vous voyez, on a eu un NFP, des créations d'emplois et un taux de chômage qui était plus ou moins en ligne avec les attentes. Donc, ça n'a pas entraîné de changement d'état d'esprit chez les opérateurs, ça n'a pas entraîné d'accélération ni sur les indices, ni sur l'euro-dollar ou autre. On a plutôt vu des stabilisations de prix. Et là, je pense que les opérateurs, donc à 15h30, il va y avoir l'ouverture des marchés américains. Les traders américains vont arriver progressivement sur le marché. Et à 16h, on aura tous les acteurs présents, tous les Européens, tous les Américains. C'est le moment où on a le plus d'acteurs présents et donc le plus de volume. Et en plus de ça, 2 heures plus tard, vous avez la clôture européenne et vous avez les opérateurs européens qui vont sortir des marchés, qui vont moduler leur exposition avant le week-end. Donc il y a de très grandes chances qu'à 16 heures, avec les chiffres, on ait des accélérations et que cela dure jusque 18-19 heures. Après, on va avoir les Européens qui progressivement vont se retirer. Et mettons l'hypothèse que les statistiques entraînaient une forte chute des indices américains, faites attention, vérifiez bien que la chute dure jusque la clôture, car on a déjà vu des vendredis où les opérateurs se cherchaient, puis on cassait des supports à 17h quand les Européens partaient, et puis en fait à 20h on repassait au-dessus, et à 22h on clôturait en hausse. Donc faites attention à ce que ces accélérations soient des accélérations pérennes, et que si vous constatez des signaux, que ces signaux soient validés en cours de clôture. En tous les cas, ce qu'on peut constater pour le moment, et pour finir cette émission, c'est que les indices reculent,
On a le SP500 qui recule et donc on a le CAC 40 qui est au plus bas du jour. Et en fait, que les chiffres soient bons ou pas, il est légitime, il apparaît comme légitime que les US reculent et consolident puisqu'ils viennent de monter pendant 6 semaines sur 7. On a l'or qui vient de revenir sur son support à 1220, l'euro-dollar qui consolide, le pétrole qui consolide. Tout cela parce que le dollar tient. Et puis on a aussi des prises de bénéfices, comme je vous le disais, sur l'euro-dollar, les gens prennent des bénéfices puisqu'on arrive au week-end. Donc voilà, dernier pic de volatilité cet après-midi à 16h. On va voir si à 16h les indices américains tiennent les supports aux relances ou les cassent violemment et accélèrent. Si les US les cassent violemment et accélèrent, il se pourrait que le CAC accélère de nouveau sous 4270 en direction des 4200 points. Alors il validerait plutôt 2 fois qu'une la sortie du range 4300-4460 et les risques baissiers réapparaîtraient en direction du support suivant qui se trouve dans la zone des 4100 points. Et bien évidemment, si on va vers les 4100 points, c'est qu'à moyen long terme, la tendance baissière reprend le dessus, que les fondamentaux reprennent les dessus sur le marché et qu'un certain retour à la réalité s'opère. En début d'année, on a eu des baisses sur le secteur énergétique, on a eu des baisses sur les matières premières, on a eu des baisses sur les bancaires. Depuis, on a rebondi, on a pratiquement retracé en fonction des actifs, 60, 70 à 100% des mouvements baissiers. Mais vous remarquerez que malgré toute la hausse qu'ont pu donner les indices européens ces 6-8 dernières semaines, ils ne sont même pas parvenus à repasser positif sur l'année. Le CAC 40 et le DAX ont clôturé tous deux en baisse de plus de 5% pour le premier trimestre 2016. Et donc, alors que l'on avait vu ensemble que cette année 2016 pourrait être une année tumultueuse, voire baissière, puisque nous avons eu un gap baissier annuel ouvert dès la première séance de l'année qui donnait le tempo, eh bien, si vous avez gardé ça en tête tout le long du rebond, vous aurez remarqué qu'on est venu pile poil chercher ce gap annuel, qu'on y a échoué et qu'on a déjà perdu 350 points depuis, soit un peu plus de 8%. Les vendeurs ont donc la main en données hebdomadaires, ils ont la main en données journalières, d'autant plus si on casse les 4300 points en cours de clôture, et ils ont pour l'instant la main en données horaires. Vous constaterez à 16h, si l'ISM arrive à inverser la vapeur et un petit peu neutraliser les perspectives baissières, ou si au contraire, on enfonce le clou et on commence avec un premier vendredi du mois fortement baissier, ce qui donnerait de nouveau le tempo potentiellement pour le trimestre et qui serait totalement en ligne avec le signal donné dès la première séance de l'année, le 4 janvier, avec un gap baissier de 2%. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour, j'ai répondu à vos questions, on a vu les actifs qui vous intéressaient, j'espère que ce live NFP vous a plu, j'espère que mes explications ont été claires, que ça vous aide à décrypter les mouvements de marché, de constater où sont les supports, les résistances, de faire un suivi après la matinale que l'on a fait donc à 10h du matin ce matin. Pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui exceptionnellement, je vous rappelle que sur le site de CMC Markets, dans la rubrique Actualité et Analyse, vous retrouvez des analyses et les émissions enregistrées. Aujourd'hui, vous avez la matinale du jour à 10h. À 12h30, vous avez un papier sur Bourse, les marchés en proie au doute, dans lequel je vous explique qu'à moyen terme, avec les fondamentaux que l'on a actuellement, les risques baissiers restent d'importance. Et puis je vais enregistrer l'émission du jour et la poster de nouveau dans cette catégorie. Deuxième partie du site à voir absolument, alors que l'on vient d'entamer ce mois d'avril, c'est le programme des formations CMC. La semaine prochaine, donc lundi, vous avez la matinale, mardi la matinale plus un webinaire sur les CFD, et jeudi prochain, je vous invite tous à venir à ce webinaire spécial indicateurs avancés et outils de trading. On parlera du Baltic Dry Index, du Volatility Index, on parlera du Bund, on parlera des ratios put-call, on parlera de comment trouver les bons secteurs, par quels outils les trader, quels outils de trading peut-on utiliser pour sélectionner les bonnes actions. Ce sera un webinaire en partenariat avec Zone Bourse.
Et ce sera Patrick Rejonnier qui me rejoindra pour ce webinaire spécial. Et puis toutes les semaines, vous avez des webinaires le soir, le mardi soir sur la plateforme, sur l'analyse technique, etc. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Les indices pour le moment plient. Voyons s'ils rompent en clôture, auquel cas on pourrait avoir une consolidation un peu plus forte. Concernant le dollar, on voit qu'il tient. Et on voit que cela engendre des prises de bénéfices, de la baisse sur le pétrole et sur l'or. Quant à l'euro-dollar, lui, il reste bien orienté car, comme je vous l'ai expliqué, l'euro-dollar est désormais haussier en données hebdomadaires, journalières et 4 heures. Et même quand le dollar américain se reprend, ça ne le fait que consolider à plat ou ça lui fait faire des petites consolidations. Mais la pente reste bien pour le moment haussière. Eh bien écoutez, merci de vos encouragements, de vos petits mots. C'était très sympa de vous retrouver pour cette émission pour clôturer la semaine. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous retrouve lundi à 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.